Bonjour, alors je vais faire une vidéo sur le sujet des migrants ou de la migration, mais je ne voudrais pas nécessairement parler des migrants directement, mais répondre aux arguments que j'entends depuis des années en faveur de l'accueil des migrants, des migrations, de l'encouragement aux migrations, etc. Et je sais que c'est très délicat parce que ça porte sur des souffrances humaines réelles dont moi je ne suis pas victime. Donc, si vous voulez, je suis d'accord que c'est très émotionnel et beaucoup de gens ont des réactions extrêmement émotionnelles, ce qui est compréhensible à ce sujet. Néanmoins, ça fait des années et des années que je discute de ces questions avec des amis et je pense que toute une série d'arguments que j'entends qui estiment qu'il faut encourager l'accueil, encourager les migrants, encourager l'immigration, etc., sont extrêmement mauvais. Alors, je vais essayer d'expliquer ça systématiquement. Premièrement, je vais commencer par une anecdote. Quand la Chine s'est ouverte au monde après la période Mao Tse-tung, à l'époque de Deng Xiaoping, qui était dirigeant de la Chine à cette époque, il a été aux États-Unis, il a rencontré le président américain de l'époque qui était Jimmy Carter, et Carter lui a dit, mais vous savez, vous devez ouvrir vos frontières, laisser sortir les Chinois qui à l'époque ne pouvaient pas sortir. Et Deng Xiaoping a dit, oh, certainement, vous voulez combien de Chinois 10 millions Bon. Et évidemment, ça a mis fin aux élans droits de l'homme de Carter, parce qu'il n'avait évidemment pas envie de voir débarquer 10 millions de paysans chinois, disons, aux États-Unis. Ce que l'ouverture des frontières signifie pour les dirigeants occidentaux, c'est faire venir une certaine quantité, mais pas nécessairement maximale, une certaine quantité de main-d'œuvre qui permet de faire concurrence aux travailleurs autochtones et par conséquent de baisser les salaires et d'augmenter les profits. Et l'autre, c'est de faire venir des gens très bien formés, des intellectuels, et c'est ce qu'on appelle en anglais le brain drain, c'est la fuite des cerveaux, le pillage des cerveaux, qui a existé depuis très longtemps aux États-Unis, où ils ont pris d'abord des cerveaux d'Europe après la guerre, puis maintenant des cerveaux d'Asie, et qui viennent suppléer au déficit de leur système d'enseignement. On viendra à cette forme de migration, mais c'est ça ce que ça voulait dire. Il n'a pas envie de voir débarquer 10 millions de paysans chinois. Et cette anecdote illustre ce qui pour moi est la question fondamentale à laquelle les gens qui analysent la question des migrations du point de vue des droits de l'homme ne répondent jamais, c'est combien de gens voulez-vous? Parce que, pour la raison pour laquelle ils ne répondent pas, c'est qu'ils répondent en termes vagues. Ils disent qu'il faut accueillir les gens qui fuient la guerre. Mais si vous regardez les statistiques de l'ONU, on parle de dizaines de millions de gens. Parfois ils ajoutent « et qui fuient la misère ». Ça fait des centaines de millions de gens, peut-être un milliard de gens. Ça dépend comment vous définissez la misère, ce que vous appelez fuir. Et donc, si vous dites qu'il faut accueillir tous ces gens-là, il faudra expliquer à votre propre peuple que c'est ce que vous voulez. Il faudra le convaincre. Il y a des élections. On voit ce que donnent les élections récemment en Europe. Bien, il faut supprimer les élections, mais tant que vous avez des élections, il n'est pas impossible pour les gens de voter alors pour ce qu'on appelle des populistes, c'est-à-dire des gens qui disent non, non, nous on va limiter l'immigration. Parce que si vous donnez, pour revenir à la question des chiffres, si vous dites on en veut un chiffre que je vais appeler déraisonnable, mettons 20 millions, 25 millions pour la France. Bon, prenons ce chiffre-là. Alors là, je pense que vous n'arriverez jamais à convaincre les gens, et des arguments qui sont donnés, qui sont mauvais, qui vont dans le sens qu'on devrait accepter un maximum de gens venant ici, fouillant la misère, la guerre, etc. Ces arguments sont mauvais, mais on y viendra. Mais, mettons que vous donniez un chiffre que j'appellerais raisonnable. Quelque chose comme 1 million. L'Allemagne a accepté ça en 2015, la crise des réfugiés syriens, etc. Alors, si vous dites cela, vous devez répondre à la question suivante, qui est qu'est-ce que vous faites le jour où le 1 million est là? D'abord, évidemment, c'est très vague, parce que vous dites 1 million, chaque individu personnellement peut se voir comme faisant partie du million. Donc, vous risquez d'attirer 2 millions, 3 millions de gens qui vont dire moi, je fais partie du million. Et vous devrez dire aux autres non, non, maintenant on a pris 1 million, c'est fini. Alors, si vous dites on en prend 1 million puis c'est fini, alors vous devez dire comment vous allez faire pour que ce soit fini. Vous allez devoir fermer les frontières. Mais donc vous allez devoir faire des politiques que vous-même aujourd'hui reprochez au gouvernement italien, hongrois, à Trump, etc. C'est-à-dire fermer les frontières. Et donc des politiques inhumaines que vous dénoncez, un jour ou l'autre vous les appliquerez vous-même. Et c'est bien pour ça que la réponse à la question fondamentale n'est jamais abordée. Mais c'est parce qu'on ne répond pas à cette question fondamentale que les populations se disent oui, oui, oh, si on laisse faire, on se retrouve avec 25 millions, 50 millions, etc. Alors,
C'est ça toute l'ambiguïté. Ce n'est évidemment pas les 600 personnes de l'Aquarius, ni même les 24 000 personnes dont parle Madame Taubira, parce qu'elle dit oui, les Français sont monstrueux, ils ne veulent pas accepter 24 000 personnes. Mais non, évidemment, même le Front National accepterait 24 000 personnes. Si vous lui dites voilà, c'est 24 000 et puis c'est fini, basta, il n'y a plus rien, plus personne. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Et Taubira le sait très bien. De Villepin dit oui, on devrait accepter l'Aquarius, une question de droits de l'homme, etc. Ok, mais et après combien? C'est un autre bateau, un autre bateau, un autre bateau, etc. Alors, il y a un autre argument que Bernard-Henri Lévy dit, que Verhofstadt donne au Parlement européen, c'est de dire oh, mais ça, c'est des fantasmes d'extrême droite, le flux migratoire sont terminés, il n'y a plus de crise, etc. Bien. Mais premièrement, si le flux migratoire. D'abord, premièrement, la question des chiffres, quand il s'agit de gens qui sont illégaux, c'est pas si facile. Je suis désolé, que ce soit la fraude fiscale, la fraude sociale, l'immigration clandestine, etc. Comment est-ce que vous trouvez des chiffres fiables? Parce que s'il y a une manifestation entre la Bastille et la République à Paris, vous regardez les chiffres des organisateurs, vous regardez les chiffres de la police, ils peuvent différer par un facteur 2 ou 3. Alors ça, en principe, on devrait pouvoir compter objectivement, mais si même ça, c'est difficile à compter, parce qu'il y a des intérêts différents, etc., comment voulez-vous que ce ne soit pas le cas pour des chiffres, des questions sensibles comme l'immigration? Si vous demandez à des gens qui vont dire non, non, il y a beaucoup plus de gens que les statistiques officielles, on va leur dire non, vous faites le jeu du Front National, etc. Dans les universités, ce serait impossible à défendre ce genre de position. Donc évidemment, il n'y a pas de liberté de recherche sur cette question. Mais admettons que les flux ont diminué, admettons les chiffres officiels. Mais c'est en partie dû au fait qu'on a pris des mesures contre l'immigration. On a dit aux Turcs, non, non, on va vous payer pour vous garder les réfugiés syriens chez vous, dans des camps évidemment. Et puis on a évidemment à la frontière, par exemple, entre le Maroc et l'Espagne, qui est dans le nord du Maroc, est très sérieusement fermée. On prend des mesures pour forcer ou pousser les autorités libyennes à surveiller mieux leurs frontières, etc., etc. Et évidemment, on en renvoie un certain nombre. Et il y a des gens qui se noient. Et donc, tout ça, évidemment, sont des mesures qui incitent les gens à ne pas venir. Mais c'est justement ces mesures-là que les droits de l'homiste refusent. Parce qu'il faut savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent qu'on prenne ces mesures, alors qu'est-ce qu'ils objectent au fait quelles sont les mesures qu'ils considèrent acceptables et pas acceptables? Je ne sais pas. S'ils devaient être vraiment cohérents, ils devraient envoyer des bateaux, prendre les gens qui veulent venir en Europe, à partir de l'Afrique, et les ramener dans des conditions, dans de bonnes conditions, puis leur donner des papiers, du travail, enfin tout ça pour qu'ils puissent s'intégrer ici, parce que sinon, ils n'ont pas de position cohérente. Alors en plus, on nous dit, bon, la crise est passée, etc. Ok, mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne va pas revenir? On nous dit aussi, en même temps, pour parler comme Macron, qu'il y a 100 millions, 150 millions de réfugiés climatiques qui vont arriver. Et je disais ça à un ami, ils ne vont pas pouvoir empêcher qu'ils viennent. Ben, si, ils vont empêcher qu'ils viennent, justement. Mais si vous dites aux gens, écoutez, il y a 150 millions de gens qui vont arriver dans les années qui viennent, réfugiés climatiques en Europe venant du tiers-monde, vous allez voir la réaction. Et il y a l'explosion démographique en Afrique. On nous dit, oui, ils sont 1,250 milliard, mais ils sont 2,5 milliards au milieu du siècle, etc. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne suis pas démographe, mais je cite les chiffres que je vois, et 25% d'entre eux veulent venir, et bon, ok, alors on parle de centaines de millions, c'est des centaines de millions, alors évidemment, il faut plus se moquer du grand remplacement, c'est le grand remplacement, et évidemment, ça ne sera pas accepté par la population. On viendra dans un moment, je vais venir aux arguments qui sont supposés faire accepter ces chiffres à la population. Mais comme j'ai dit, il faut bien garder en tête la dichotomie. Ou bien on prend tous ceux qui veulent venir, ou on encourage même ceux qui veulent à venir. Ça, c'est le discours officiel des droits de l'homiste. Ou bien on dit, voilà, non, c'est 1 million, puis après on ferme les frontières, on explique comment on les ferme, et on prend des mesures que les droits de l'homiste en général, auxquelles les droits de l'homiste en général objectent. Alors, les justifications. Quand on donne des justifications, il ne faut pas oublier qu'en démocratie, ça doit être des justifications qui peuvent potentiellement convaincre le reste de la population. Parce que si vous donnez des justifications qui vous satisfont vous, qui vous donnent l'impression à vous d'être moralement supérieur aux autres, ça, c'est pas ça des justifications. Je voudrais des justifications qui peuvent convaincre les gens. Alors, j'ai passé en revue toutes celles qui sont données. D'abord, il y a l'argument de l'altruisme. On dit comment vous vivez bien ici, vous avez mangé tous les jours, et puis il y a ces pauvres types qui arrivent dans des bateaux, qui se noient, comment vous pouvez refuser leur accueil? Mais le problème de l'altruisme, c'est que si je me promène à Bruxelles ou à Paris et que je donne 5 euros, ce qui n'est pas énorme, à chaque mendiant, j'aurai rapidement entamé mon budget. Parce qu'il y a effectivement des mendiants partout, 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 partout. Il y a aussi des SDF.
si j'étais altruiste, je ne vois pas pourquoi je n'accueillerais pas des SDF chez moi. Si je ne le fais pas, c'est par égoïsme. Mais vous aussi, qui me regardez, vous ne le faites sans doute pas. Alors évidemment, le problème de l'altruisme, c'est qu'on va dire, bon, c'est... Et donc, autre altruisme, je pourrais donner une partie de mon revenu à alléger les souffrances en tiers-monde, des organisations contre la faim médicale, etc. La plupart des gens ne donnent pas la moitié de leur revenu, même s'ils pouvaient le faire à ces organisations, par égoïsme. Donc, si vous voulez, prêcher l'altruisme, c'est toujours un peu embêtant, surtout quand on prêche l'altruisme et on dit, bon, c'est à l'État de s'en occuper. Parce que l'État, c'est finalement nous. Et donc, à la fin, c'est quand même la population qui doit s'en occuper. Et donc, c'est une façon de prêcher l'altruisme sur le dos des autres, qui est une position que je n'ai jamais réussi à trouver extraordinairement morale. L'autre argument, c'est que non, il faut qu'ils viennent parce que c'est bon pour l'économie, il y a vieillissement de la population, il faut qu'ils payent nos pensions, etc., etc. Bon, alors il faut examiner cet argument. D'abord, cet argument, évidemment, n'est pas un argument sans limite. Ce n'est pas un argument no border. Parce qu'évidemment, de nouveau, s'il y en a 50 millions, je ne suis pas sûr que ce soit bon, ou s'il y a 30 millions ou 10 millions, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour notre économie ou pour la population. Mais prenons l'argument en distinguant différents types de gens qui arrivent. Il y a les gens non qualifiés qui, dans le temps, effectivement, il y avait un certain nombre de gens venant du Maghreb, etc., qui ont été travaillés dans les usines, dans les mines, etc., et qui n'avaient pas besoin de grandes qualifications pour ces travaux. Et ces gens-là, désolé, s'ils arrivent aujourd'hui d'Afrique, ils n'ont pas de qualification, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux dire, ces usines n'existent plus. Des grands besoins de main-d'œuvre non qualifiée, nos économies n'en ont plus. Alors évidemment, ces gens-là vont faire ce qu'ils font malheureusement dans beaucoup de grandes villes du tiers-monde, c'est des petits commerces plus ou moins légaux, etc., des petits trafics, etc., parce qu'il n'y a pas d'alternative pour eux. Donc dire que c'est bon pour l'économie, c'est discutable. Et puis il y a toute une série de gens qui sont des artisans, des chauffeurs de taxi, des femmes de ménage, etc., qui sont, je vais dire, semi-qualifiés et qui effectivement peuvent remplir des tâches utiles, ça c'est vrai, mais de nouveau, ça dépend combien, et qui pour des gens de ma classe sociale sont parfaits. Moi je ne demande pas mieux que d'avoir le choix de maximum de restaurants, d'avoir tous les artisans que vous voulez, venant des pays de l'Est, de tout ce que vous voulez, des plombiers polonais, c'est parfait pour moi. Mais si j'étais restaurateur français ou belge, ou plombier français ou belge, etc., alors évidemment, je verrais d'un mauvais œil ces concurrents venir parce que cette concurrence fait baisser les prix. Vous pouvez faire des choses comme vous voulez, elle le fait. Et si je fais mon steak frites, salade, et que j'ai à côté de moi un restaurateur qui fait de l'excellente nourriture indienne, chinoise ou je ne sais pas quoi, et que mes clients vont chez lui, ben, évidemment, je ne serais pas content. On dirait que je n'ai qu'à m'adapter, mais bon, ça, c'est pas si facile. Et donc, il est évident que pour les gens de ma classe sociale, et c'est dans ma classe sociale, c'est-à-dire la petite bourgeoisie intellectuelle, qu'on trouve les gens qui sont les plus grands partisans de l'immigration, c'est aussi eux qui ont intérêt, parce qu'ils ont un revenu stable, garanti par l'État, tant que l'État peut payer, c'est pas un problème. Et donc, évidemment, ces gens-là ont un intérêt économique qui est déguisé en discours moralisateur. Et finalement, il y a une autre catégorie de gens, ce sont les gens très qualifiés, les médecins par exemple, les ingénieurs, etc. Et ça, les Américains en particulier, on en fait venir beaucoup, de médecins philippins, et ça j'ai toujours été mais totalement opposé à ça, parce que c'est du pillage de cerveau. C'est-à-dire qu'on utilise les ressources éducationnelles des pays du tiers-monde pour former des gens qui après viennent travailler ici, enfin aux États-Unis principalement, mais aussi ici, et dont on ne paye donc pas l'éducation, on ne paye pas les frais. On peut dire après, l'éducation, on s'en fout, c'est pas important, les enfants peuvent s'amuser, on n'a pas besoin d'enseigner, on n'a pas besoin de transmettre des connaissances, tout ça c'est dépassé. Et puis on fait venir des gens qui sont formés de façon plus traditionnelle dans d'autres pays pour suppléer au déficit de nos capacités d'enseignement. Et ça, c'est franchement quelque chose que je trouve extrêmement immoral. De nouveau, je ne parle pas d'un individu, je parle d'un système. D'accord? Alors, les autres arguments que j'entends, c'est les arguments de culpabilisation. Ce n'est pas des arguments, comme je dis, d'altruisme à proprement parler, ni que c'est utile, mais c'est que vous êtes des salauds et vous devez accepter une immigration croissante pour différentes raisons. La première, c'est évidemment la pénitence par rapport au colonialisme. Mais c'est un peu compliqué parce que déjà, c'est un argument qui ne marche pas si vous allez en Suède, en Finlande, en Norvège, etc. Ces pays n'ont pas eu de colonie, ou en Suisse. Alors, évidemment, c'est aussi un peu bizarre parce qu'on dit, oui, nos richesses se sont basées là-dessus. Bon, c'est compliqué parce que les pays colonisés, les pays coloniaux avaient aussi des frais liés au colonialisme et
il faudrait vraiment prendre les Français ou les Belges pour des bras cassés absolus. S'ils étaient enrichis avec le colonialisme, comment se fait-il qu'ils ne sont pas plus riches, et ils ne sont pas plus riches que les Suédois ou les Suisses, etc. Donc c'est une histoire assez compliquée. Et en plus, si on parle du problème actuel, qui est celui de l'explosion démographique en Afrique, cette explosion, elle est due à la médecine moderne. Je ne veux pas dire qu'elle est due au colonialisme, mais elle est due au fait qu'il y a eu des transferts de sciences, de technologies entre l'Europe et l'Afrique, qui font que cette médecine moderne permet aux gens d'éviter de mourir en bas âge, de mourir en couche, etc. Et que par conséquent, c'est une des sources de l'explosion démographique. Donc, faire comme si ce serait tellement mieux si on était resté dans la période précoloniale. Oui, dans la période précoloniale, les gens mouraient en bas âge, en couche, etc. Et alors l'explosion démographique n'aurait pas lieu et le problème ne se poserait pas. Mais on peut difficilement considérer ça comme une solution humaine au problème tel qu'il existe aujourd'hui. Donc cet argument de la mauvaise conscience, en plus évidemment, l'immense majorité des gens ici vont vous dire, oui mais mon grand-père, il était ouvrier, il était paysan, il était ci, il était ça. En quoi est-ce qu'il a bénéficié du colonialisme, à part le fait qu'effectivement, il vaut mieux vivre ici que vivre là-bas, ça c'est vrai. Mais on reviendra à cette situation là-bas, mais ce n'est pas de la mauvaise conscience à l'état pur. L'autre argument bateau, c'est oui, mais il y a les multinationales qui exploitent ces pays, il faut arrêter qu'on les exploite, etc. Ça, c'est de la gauche morale dans toute sa splendeur, parce que personne ne nous dit comment faire. Et en plus, quand les travailleurs ici s'en prennent plein la gueule en matière d'allongement de l'âge de la retraite, de diminution des services sociaux, de diminution des services publics, etc., et qui ne peuvent rien faire, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Toutes les luttes qu'on lutte, mais toutes les luttes mènent à rien. Les trucs continuent, privatiser les services publics, enfin, ils sont dans une régression sociale sans fin, et on leur dit oui, vous devez arrêter les multinationales qui exploitent les Africains. Non, c'est aux Africains à le faire. Si le jour où les Africains, par exemple, décident de vendre plus cher leurs matières premières, etc., moi je suis le premier à applaudir, et je serai le premier à tout faire, si c'est possible, pour éviter que nos gouvernements les empêchent de faire cela. Mais on ne peut pas demander plus. C'est à eux de le faire. S'ils n'ont pas de gouvernement capable de le faire, s'ils n'ont pas de mouvement populaire, s'ils n'ont pas de révolution qui leur permettent de faire cela, alors effectivement, c'est pas nous qui allons arrêter cela. Et utiliser ça de nouveau comme argument de mauvaise conscience me paraît tout à fait sûrement inopérant et injuste. Alors l'autre argument, c'est oui, mais vous voyez, il y a beaucoup plus de réfugiés en Turquie, au Liban, etc. qu'ici, ou dans d'autres pays africains. Bon. Ça c'est vrai, mais comme ce sont des pays limitrophes, les gens fuient dans les pays limitrophes et c'est pas très facile de les arrêter à la frontière. Israël le fait, mais d'autres pays ne peuvent pas le faire. Et comme ici, il y a quand même des barrières à franchir, soit il faut traverser les Balkans, soit il faut traverser la Méditerranée, etc., etc. Demander aux gens de supprimer ces barrières naturelles parce que d'autres n'ont pas ces barrières naturelles et sont bien obligés d'accepter des réfugiés, qu'ils mettent souvent dans des camps aussi, il ne faut pas oublier, ça veut dire beaucoup de réfugiés palestiniens de 1948 sont encore dans des camps. Donc si on veut mettre les réfugiés dans des camps, il faut le dire, mais ce n'est pas tout à fait ça le discours des droits de l'homme non plus, on ne veut pas les mettre dans des camps. Donc il y a de nouveau une grande hypocrisie. Et alors l'autre argument c'est oui, mais il y a eu des réfugiés européens, des gens qui ont évidemment fui par dizaines de millions en Amérique, des réfugiés belges pendant les deux guerres en France, des réfugiés espagnols après la guerre d'Espagne en France, etc., etc. La réponse à cela, c'est qu'évidemment, de nouveau, comme c'était des pays limitrophes, des pays d'accueil, si on peut dire, n'avaient pas beaucoup le choix. Deuxièmement, ils n'ont pas toujours été accueillis à bras ouverts. Troisièmement, quand les guerres étaient terminées, au moins pour les Belges, bon, l'Espagne c'est plus compliqué, mais pour les Belges, ils sont rentrés chez eux. Si on garantit à la population ici que tous les gens qui fuient réellement les guerres, pas des gens qui fuient pour des raisons économiques, mais qui sont réellement dans les pays en guerre, qui fuient les guerres, dès que la guerre est terminée, ils rentrent chez eux, mettons les Syriens, alors l'acceptation sera beaucoup plus grande. Mais c'est de nouveau pas le discours des droits de l'homme, parce que le discours des droits de l'homme, c'est qu'ils ont évidemment le droit de rester. Et donc évidemment, les gens vont s'inquiéter d'autant plus qu'ils se disent que c'est un processus sans fin. En plus, si on considère qu'il faut mettre fin à la guerre, il aurait fallu depuis longtemps arrêter de soutenir les rebelles en Syrie, parce que c'est ça le principal facteur qui a perpétué la guerre. C'est pas que nous faisons la guerre là, mais nous avons tout fait pour déstabiliser ce pays, enfin jusque récemment en tout cas, et comment dirais-je, encourager aussi la fuite de jeunes en âge militaire, en âge de combattre, ce qui était une façon d'encourager la désertion. Moi, j'aurais peut-être déserté si j'étais à leur place. Ce n'est pas une question de jugement à leur égard, mais l'encouragement à ce phénomène, évidemment, était de nouveau une façon d'affaiblir la Syrie et de renforcer les djihadistes.
Alors, le problème, si vous voulez, maintenant je vais venir, on va me dire, mais quelle solution? D'abord, c'est pas si simple, j'ai pas de solution. Mais il y a une certitude, d'abord en ce qui concerne l'Afrique. Prenons l'Afrique ou le Moyen-Orient. C'est que la seule solution pour eux, pour l'immense majorité des gens qui sont là, ce sera toujours le développement sur place. Parce que même si on prenait, ce qui est totalement irréaliste, 50 millions, 100 millions d'Africains en Europe, il en resterait 1 milliard et des ou 2 milliards, etc., qui resteraient sur place et qui n'auraient pas d'autre choix que de se développer. Ça a été le cas pour toute l'immigration européenne. L'Europe aussi, à une époque, les gens étaient pauvres, ils allaient chercher fortune en Amérique, ok, mais les Européens, dans leur majorité, sont restés en Europe et ils ont développé l'Europe. S'il y a une guerre dans votre pays, vous pouvez rester pour y mettre fin. C'est ce que font les soldats de l'armée syrienne. Si votre pays est pauvre, vous pouvez le développer. Ce qui était le sort de centaines de millions de gens, de milliards de gens dans l'histoire. Vous pouvez dire que j'en parle à l'aise parce que moi je suis relativement riche à l'échelle mondiale, j'ai un certain confort, etc. Ça c'est vrai, mais ce que je dis est aussi vrai. Si vous prenez la Chine et l'Inde, leur solution n'a jamais été de déverser leur population en masse dans d'autres pays. Parce que même si Carter avait dit oui, on va prendre 10 millions de Chinois, ça a été une goutte d'eau dans la mer par rapport aux milliards de Chinois qu'il y avait déjà à l'époque. Et donc, ça ne résout absolument pas leurs problèmes. En plus, les gens qui s'en vont, comme je l'ai dit, c'est parfois des cerveaux, ce qui est très très dommageable, ou bien ce sont des gens qui sont très entreprenants, qui sont très courageux, etc., et qui de nouveau seraient plus utiles dans leur pays que s'ils viennent ici. Donc du point de vue de l'Afrique et du point de vue du Moyen-Orient, tout ça, l'immigration n'est absolument pas une solution. Alors, est-ce qu'ils trouveront une solution par eux-mêmes? Est-ce qu'ils mettront fin à leur explosion démographique? Est-ce qu'ils se développeront? Est-ce qu'ils feront comme l'ont fait la Chine et d'une certaine façon l'Inde? J'en sais rien, je ne sais pas le prédire. Mais je suis certain que c'est la seule solution s'il y en a une. La solution de l'immigration pour eux n'en est pas une. Alors, mais qu'est-ce qui se passe de notre point de vue? De notre point de vue, moi je ne crois pas à l'invasion migratoire. Parce qu'il y a des contre-mesures qui sont prises. Et les contre-mesures, elles sont prises par les gouvernements dits d'extrême droite. Le nouveau gouvernement italien, le gouvernement autrichien, le gouvernement hongrois, etc., etc. Maintenant, j'aime pas beaucoup l'expression extrême droite parce que ça renvoie à l'avant-guerre, au fascisme italien, à Hitler, etc. Alors il faut quand même bien se rendre compte que si la seule chose qu'on reprochait à Hitler, Mussolini et compagnie, c'est d'avoir limité l'immigration vers leur pays, qui devait exister aussi à l'époque, ce serait pas grand-chose. Parce qu'il y avait des prisons pour les dissidents, il y avait des camps, il y avait une suppression totale de la liberté d'expression, et puis il y a eu la guerre. Bon. Si vous prenez par exemple Trump, moi j'ai été aux États-Unis, j'ai pas entendu un mot de gentil de Trump. Pas un mot, ni dans les médias, ni dans les collègues, ni personne. Personne ne dit un mot de lui, de gentil de lui. Alors Hitler, évidemment, un an après son arrivée au pouvoir, il n'y a plus d'opposition. Donc si vous commencez à mélanger, vous dites que c'est du fascisme, etc. En Italie aussi, il y a des gens qui attaquent le gouvernement, ils vont continuer à exister, ils vont pas être mis en prison, ils peuvent être mis dans des camps. Donc si vous continuez à identifier le fait de défendre des frontières avec le fascisme, vous êtes perdu. Parce que tous les gouvernements, toutes les époques, même les gouvernements antérieurs avant le nouveau gouvernement italien, autrichien, etc., ont toujours limité jusqu'à un certain point l'accès à leur territoire. Ils l'ont tous fait. Et donc, si vous appelez ça du fascisme, vous appelez ça du racisme, alors évidemment, tous les gouvernements, toutes les époques ont toujours été fascistes et racistes, et le monde ne veut plus rien dire. Pour moi, le racisme, par exemple, c'est établir des distinctions légales à l'intérieur d'un État-nation entre citoyens en fonction de leur race, leur origine, leur sexe, etc. Bon. Mais pas entre citoyens et étrangers, parce que la distinction entre citoyens et étrangers est à la base même de la souveraineté nationale, et comme tous les gouvernements à ce jour respectent le principe de la souveraineté nationale en principe, enfin en tout cas pour eux-mêmes, tous les gouvernements ont tous été racistes, si on pense à cette définition, et ils le seront encore très longtemps. Donc il y a une énorme confusion dans le discours. Mais c'est important de comprendre que les effets du discours ne sont pas et ne seront pas qu'on va ouvrir les frontières, qu'on va accueillir 50 millions d'Africains, etc., ou qu'on va résoudre les problèmes de l'Afrique. Les résultats du discours vont être l'exact opposé de ce que le discours est supposé faire, et c'est en général ce que je reproche au discours sur les droits de l'homme. C'est pas que je suis contre les droits de l'homme, je suis contre des discours qui prétendent justifier des politiques au nom des droits de l'homme et qui ont l'effet exactement inverse de celui qu'on prétend rechercher. Un bon exemple, évidemment, c'était pendant la guerre en Libye, en 2011. Je me rappelle de discussions avec des gens qui disaient qu'il fallait absolument bombarder la Libye parce que ce horrible tyran Kadhafi empêchait les Africains de passer la Méditerranée et de venir chez nous. On a vu, maintenant il est disparu, il n'empêche plus, on voit le résultat. Donc, je veux dire, il faut
Si vous voulez, ma philosophie morale, c'est qu'il faut regarder les conséquences des actions, pas simplement les principes qu'on invoque, que ce soit le christianisme, l'islam, les droits de l'homme, peu importe. Les grands principes, etc. Oui, non, quelles sont les conséquences pratiques de votre politique? Et dans ce qui concerne le discours sur l'immigration, le discours pro-migrant qu'on va entendre tout le temps, chaque fois qu'il y a une mesure qui sera prise, il va y avoir des réactions de tous les artistes, de toutes les consciences morales, des professeurs d'université, des présidents d'université, ils vont tous se mobiliser pour dénoncer tel propos odieux, pour telle mesure scandaleuse, etc. etc. Tout le temps dans ce sens-là. Par exemple, mon université, l'université de Louvain, a toujours pris les positions les plus droits de l'homme sur cette question. Ils n'ont jamais été solidaires des grèves, par exemple. Et ils ne pourraient pas l'être, parce que s'ils l'étaient, tout leur département d'économie serait contre eux, parce que les économistes, en général, sont pour les mesures économiques prises par les gouvernements. Donc, là, ils sont complètement neutres, mais dès qu'il s'agit de questions droits de l'homme, alors là, évidemment, ils sont à l'avant-garde. Mais cette politique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle radicalise les populations, à qui on ne répond pas aux deux questions fondamentales. Combien voulez-vous? Et si le nombre que vous arrivez qu'on accepterait est atteint, que fait-on pour ne pas en avoir plus? On ne répond pas à ces deux questions-là. Alors évidemment, les populations se tournent vers la droite, parce que la droite, ou les populistes, parce qu'eux, ils disent non, nous, on va bloquer les frontières. Alors ils y arriveront pas, mais je crois qu'ils y arriveront en partie, comme toujours, parce que c'est une question de plus ou de moins. Et alors ils sont très populaires à cause de cela. Et donc vous vous retrouverez non seulement avec moins de migrants que si vous avez accepté le principe de la souveraineté nationale, c'est-à-dire le principe selon lequel les États et leurs représentants politiques ont le droit de décider qui réside sur le territoire ou pas, et que les gens qui sont illégaux, et que les slogans du style « aucun homme n'est illégal, aucun être humain n'est illégal », etc. n'ont aucun sens, parce que si vous êtes sur un territoire sans l'autorisation du gouvernement de ses représentants, vous êtes illégal par définition. Si on acceptait ce principe, on acceptait le droit des peuples ou des États à déterminer leur taux de migration, bien ou mal, et puis on argumente en disant non, il en faudrait plus, c'est bon pour l'économie, etc., mais avec des arguments rationnels, avec des arguments audibles par tout le monde, des arguments qui ne sont pas des arguments de faux arguments ou des arguments de mauvaise conscience. Si on acceptait cela, on ne pousserait pas les gens dans les bras de la droite. Or, ce qu'on fait, c'est pousser les gens dans les bras de la droite, parce que la droite, évidemment, elle promet de limiter l'immigration. Alors, cerise sur le gâteau, dans cette droite, je ne dis pas tout, mais dans cette droite, vous allez trouver des gens qui sont contre l'avortement, qui sont contre le mariage pour tous, qui sont pour la peine de mort, qui sont pour le port d'armes à feu. Ces choses existent aux États-Unis. Et vous le trouvez évidemment encore plus aux États-Unis. Vous avez toutes sortes de courants réactionnaires qui vont s'attaquer justement aux droits de l'homme que vous pensez avoir acquis, parce que votre discours sur les droits de l'homme va pousser au gouvernement des droites qui n'aiment pas spécialement ce que vous considérez comme des droits de l'homme, c'est-à-dire l'abolition de la peine de mort, un avortement libre et gratuit, des choses comme ça. Et donc vous allez avoir l'exact opposé de la politique que vous cherchiez, mais c'est évidemment ce qui s'est passé avec la Libye et la Syrie. Les mêmes discours sur les droits de l'homme ont voulu détruire la Libye, on voit le résultat, et ont voulu détruire la Syrie, on voit le résultat. Et donc je plaide pour une morale qu'on appelle parfois conséquentialiste, si on veut, pour utiliser des grands mots, c'est-à-dire qui juge les actes en fonction des conséquences prévisibles, et en fait dans ce cas-ci elles sont totalement prévisibles, elles sont depuis longtemps, et pas seulement sur les grands principes qu'on s'est posé mettre en avant, et qui sont souvent le masque de beaucoup d'hypocrisie